Acuitis, maison d'optique et d'audition, vous accompagne pour ne rien rater de N'oubliez pas la parole. Acuitis, lunettes de créateur à prix très très doux. La grande soirée du 14 juillet sur France 2, un rendez-vous festif et incontournable pour cette 10e édition. Au pied de la Tour Eiffel, avec Stéphane Bern en maître de cérémonie. Alors accrochez-vous, la course folle va commencer. Un événement retransmis dans plus de 20 pays. Avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France, sous la direction de Christian Machellarou, un concert unique qui réunira les plus grands solistes internationaux de l'art lyrique. Et pour terminer en lumière, le traditionnel feu d'artifice de la ville de Paris, un des plus majestueux du monde. Le concert de Paris, suivi du feu d'artifice, bonne fête du 14 juillet à tous, dès 21h10 en direct sur France 2. Retrouvez le concert du 14 juillet sur France 2 avec l'affaire. Retrouvez le concert de Paris avec Piuzzane. Retrouvez le concert de Paris avec Société Générale, partenaire de la musique partout en France. La touche Sopiquet, c'est ce grillé délicat qui rend votre maquereau si moelleux et vous donne envie de mettre une touche à vie aussi. Une touche de tendresse et de couleur. Et nos maquereaux, ils ont tout le bon goût du grillé. Filet de maquereau grillé avec la touche Sopiquet. Alors ici, nous sommes juste en dessous de votre salle de bain. Il va encore y avoir un fond. Une canalisation, ça s'entretient. Desktop, entretien, canalisation, j'avais 2 bouchons par semaine pour éviter les bouchons à répétition. Desktop, entretien, canalisation. Qu'est-ce que ça sent mauvais ici? Chérie? Desktop traitement intégral désinfectant. Il nettoie en profondeur, élimine les résidus et 99,9% des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Desktop traitement intégral. Louez un bateau cet été avec Kenboat. Plus de 40 000 bateaux dans le monde. Bateaux à moteur, voiliers, catamarans, avec ou sans skipper. C'est simple et jusqu'à 30% moins cher. Naviguez avec clickandboat.com, leader de la location de bateaux. C'est les soldes d'été chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. World, I want to leave you better. I want my life to matter. Aqua Allegoria, la nouvelle collection de parfums. Guerlain. Avec Bigard, profitons de l'été. De savouses chipolata et merguez de qualité supérieure, issus de bières labellisées. Quel plaisir! Chipolata et merguez label rouge Bigard. Bigard, passion bouchère depuis 1968. Aujourd'hui, célébrons le savoir-faire français. Désert, océan, ciel, territoire. Quel que soit le terrain où elles sont, nos forces armées sont toutes à leur mission. Pour les protéger et les épauler, elles peuvent compter sur nous. Une mutuelle issue de leur rang. UNEO. Être là pour les forces armées comme elles sont là pour nous. UNEO, votre force mutuelle. Sur chaque terrain, UNEO fait la différence. Santé, pouvoir d'achat, vie quotidienne, mission, nous sommes là chaque jour. À vous d'en juger. Cheveux en mauvais état, il manque de force, et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à barre et à poker. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Ceux qui disent que la France n'est plus vraiment ce qu'elle était. Nous traversons la France. France. C'est joli le paysage. Parle-moi truc. Elle a quelque chose de très grand.
France pour plein de raisons. Donc, je résume. Il nous faut de l'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace. Renault fait le pari de la France pour l'avenir de la voiture 100% électrique. Alors, Si c'est pour dire. Ça ne marchera jamais. C'est terminé maintenant, hein. Vous allez me foutre la paix. C'est ça la France. Aujourd'hui, célébrons le savoir-faire français. Samedi soir, Fort Boyard. Il y a du piquant au menu. Ce soir, vous êtes ma proie. Je suis pas sûr parce que vous avez dans le ventre. Ah oui, là, regardez la technique du chef Etchebest. C'était juste l'amuse-bouche. Ici, on va devoir monter la sauce. C'est le seul moyen pour avoir la clé. Je fais monter la sauce prochaine. Potion de courage. Mais qu'est-ce que ça, Ligo? Ça va être visqueux. Pour sortir, il va falloir déguster. La soirée de tous les dangers pour la brigade de Philippe Etchebest. Fort Boyard, présenté par Olivier Mine, samedi soir à 21h10 sur France 2. Les numéros précédents sont disponibles sur la plateforme France TV. Relevez défi de la rentrée devant Fort Boyard avec fourniture MAPED. Tous devant Fort Boyard avec Soupa Soups. La météo avec les garages AD, engagés pour une mobilité plus durable. La preuve, chez AD, on s'occupe de faire passer votre voiture au contrôle technique et on vous prête même un véhicule. AD, c'est sûr. Facilitez l'arrosage de votre jardin en regardant la météo avec le tuyau nouvelle génération Liano. Léger, flexible et robuste. Gardez-la, expert en arrosage. Bonsoir à tous. La chaleur va devenir de plus en plus étouffante tout au long de ces prochains jours. Regardez déjà un petit peu le panorama vers les Pyrénées-Orientales qui vient d'être placé d'ailleurs en vigilance orange pour la canicule. On va le voir d'ici quelques instants. Une autre photo cette fois-ci vers Porto avec toujours ce ciel dégagé. Alors nous avons, c'est vrai, l'anticyclone toujours positionné vers les îles britanniques. Notre goutte froide qui va remonter donc au large de la France d'ici ces prochains jours et c'est elle notamment qui va aggraver la situation. Alors pour cette vigilance canicule, 4 autres départements ont été rajoutés à cette vigilance. Ça concerne les Pyrénées-Orientales donc, et d'autres départements de la basse vallée du Rhône avec, c'est vrai, ce soir encore, toujours ce ciel bien dégagé sur le pays. Et surtout, les températures qui vont rester encore très chaudes sur la moitié sud avec 29 degrés par exemple à Toulouse. Ça y est, on respire enfin un petit peu plus sur la moitié nord. Demain, toujours ce soleil qui inonde donc l'ensemble de la France. Quelques brouillards côtiers vers les côtes de la Manche et également vers la Méditerranée. Surtout dans l'après-midi, Mistral et Tramontane vont se lever sur les régions méditerranéennes, d'où la vigilance qui a été étendue car les températures vont en profiter du coup pour grimper. Dès le réveil, on attend 25 degrés pour Perpignan alors que vous le voyez, on va enfin bien dormir cette nuit vers Paris ou encore Lille. Et dans le courant de l'après-midi, les températures resteront dans une chaleur estivale totalement acceptable au nord, quand au sud, on aura toujours des 38-39 degrés. La chaleur va continuer de s'intensifier tout au long de ces prochains jours. Notre goutte froide donc piloter cet air chaud qui va arriver directement d'Espagne, qui connaît déjà des 45-46 degrés. On aura samedi et dimanche donc la première hausse des températures, avec même localement dimanche des 40 degrés sur le sud du pays. Et lundi, mardi prochain, ça va même s'étendre sur d'autres régions plus centrales et même sur le nord de la France. Et on pourra attendre des 40 degrés, notamment vers le bassin parisien. Je vous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec toujours ce temps qui reste partagé entre nuages et éclaircies en Guyane et de nombreux orages pour les Antilles. Vers l'océan Indien maintenant, le temps reste toujours relativement calme avec de belles éclaircies pour Mayotte. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons toujours quelques orages qui ponctuent votre journée, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Ailleurs, ça restera très agréable. Tout de suite, c'est l'heure du journal. La météo avec les garages AD, engagés pour une mobilité plus durable. La preuve, chez AD, on s'occupe de faire passer votre voiture au contrôle technique et on vous prête même un véhicule. AD, c'est sûr. Facilitez l'arrosage de votre jardin en regardant la météo avec le tuyau nouvelle génération Liano.
léger, flexible et robuste. Gardena, expert en arrosage. Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de cette édition. Les feux de forêt en Gironde, toujours hors de contrôle à Cazaux. Une première maison a été détruite par les flammes. Les 4000 habitants de la commune ont été évacués. Les pompiers s'inquiètent des conditions météorologiques défavorables. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à la Thèse de Bûche et à Landiras. Le traditionnel défilé le 14 juillet placé sous le signe du conflit en Ukraine. Nous reviendrons sur les temps forts de cette parade militaire sur les champs, ainsi que sur l'interview d'Emmanuel Macron, la première depuis sa réélection. La canicule s'intensifie et s'étend sur le territoire français. 11 départements sont désormais en alerte orange. Dans plusieurs villes, le thermomètre, vous verrez, a flirté avec les 40 degrés. La shrinkflation arrive dans les supermarchés. Vous achetez moins de produits pour le même prix. La tentation est grande pour les marques qui peuvent ainsi augmenter leurs marges sans éveiller l'attention des consommateurs. Et puis le Tour de France est arrivé ce soir à Alpe d'Huez au terme d'une étape où les coureurs ont emprunté 3 cols parmi les plus célèbres de la grande boucle. L'anglais Peacock s'est imposé, le danois Vingegaard reste en jaune, le français Bardet est toujours dans le coup. Inquiétude est vive ce soir en Gironde. Les incendies qui ont déjà ravagé plus de 5300 hectares restent hors de contrôle et continuent de progresser. À quelques kilomètres de la Thèse de Bûche, une première maison vient de brûler sur la commune Cazaux, dont les 4000 habitants avaient été préventivement évacués. Le département a été placé en alerte rouge pour les feux de forêt. Marc de Chalvron avec Julie Vitaline et nos correspondants sur place. Les flammes à quelques mètres du port de plaisance de Cazaux. À ce moment-là, la décision a déjà été prise par la préfecture de Gironde. Il faut évacuer la zone. Demi-tour. En début d'après-midi, les policiers bloquent toutes les entrées de la ville. Faites demi-tour. Faites demi-tour, monsieur. L'évacuation de Cazaux et de ses alentours provoque d'immenses bouchons. Plus de 4000 personnes sommées de partir dans l'urgence. Finalement, je ne vais pas rester, je vais pas cramer quand même. Ma sécurité et celle de ma femme. On n'est pas inquiète plus que ça, mais ça reste embêtant pour nous parce qu'on est logé là-bas, donc on n'a plus d'habits, on n'a plus rien, on n'a rien pu récupérer. Dans Cazaux, de plus en plus enfumé, les policiers font du porte-à-porte. Faut partir, madame. Faut évacuer à cause des fumées. Mais certains habitants sont récalcitrants. Faut y aller, monsieur. Oui, mais moi, je reste là. On peut pas. Faut y aller, monsieur. On s'en fout. Je reste là. Contrairement à sa femme et à sa fille, cet homme refuse absolument de partir. Bon, alors, vous avez masque à gaz. Voilà. Les policiers relèvent son adresse. D'accord, monsieur. Dans cette zone de la Thèse de Bûche, toute la journée, un incendie hors de contrôle. Au total, plus de 5300 hectares de forêt sont partis en fumée. Une lutte aérienne de ce côté-ci et un combat au plus près des flammes sur l'autre incendie, vers Landiras, à 70 km plus à l'est. Je voudrais que tu les envoies le long de la départementale pour traiter un départ avant qu'ils vous prennent un revers. Le capitaine Leroux appelle des renforts qui arrivent rapidement. Il faut éteindre au plus vite cette reprise de feu. 350 pompiers sont mobilisés autour de Landiras. Ils parviennent à éteindre les flammes dans ce coin de forêt qui avait pourtant déjà brûlé. Ah ouais, comme vous pouvez parler à moi, ça avait brûlé déjà et malgré tout, la température, le vent, le feu n'est pas éteint, donc on a des braises, on a des reprises potentielles. Autour de Landiras, l'incendie progresse moins vite qu'à la Thèse de Bûche, mais il est encore loin d'être fixé. La faute à des conditions météo particulièrement difficiles. Et c'est Nicolas Fleury que nous retrouvons justement à la Thèse de Bûche. Bonsoir Nicolas, vous êtes aux côtés des habitants de Cazaux qui ont été évacués cet après-midi. Quelle est la situation sur le front de l'incendie ? Exactement, ces habitants évacués continuent d'arriver ici au parc des expositions de la Thèse. Certains ont choisi plutôt de se faire héberger par des amis ou de la famille. En tout cas, tous tentent de trouver une solution très vite car ils ont dû quitter à la hâte cet après-midi leur domicile alors que Cazaux était évacué. Car la situation est très inquiétante. Selon les pompiers, 2900 hectares ont brûlé ce soir, rien qu'à la Thèse de Bûche au total. Et surtout, avec les conditions météo, la situation s'annonce donc incertaine. Une première maison a déjà été détruite par les flammes. Plusieurs autres sont menacées. En tout cas, les pompiers sont à pied d'œuvre mobilisés maximum
pour circonscrire au plus vite cet incendie. Là, Nicolas Fleury à la Teste de Bûche. Merci à vous, Nicolas. Merci également à Patrick Verstand qui vous accompagne. Les feux progressent et l'inquiétude grandit dans les communes alentours, comme à Aurigne, un village limitrophe de Landiras. Sur place, les habitants redoutent également une évacuation. Anne-Guy Épée avec Vincent Bouffarti. Depuis mardi, Vincent Dieu n'a dormi que 4 heures. L'incendie lui laisse peu de répit. Et sur la route, ce matin, encore une reprise de feu. Là, par contre, c'est pas bon. Ça part sur le pas brûlé. Le maire d'Aurigne donne tout de suite l'alerte. Ouais, Philippe, t'avais vu que ça avait repris là, juste après la maison. En quelques minutes, les sapeurs-pompiers viennent à bout des flammes qui menaçaient cette parcelle de forêt. À quelques kilomètres, sa petite commune, Aurigne, 180 habitants, disparaît sous une épaisse fumée. Vincent de Dieu doit rassurer ses administrés. Pour l'instant, ils peuvent rester dans le village. Le feu, sincèrement, il est loin. Ouais. Là, c'est les fumées. En fait, les fumées sont envoyées par là. Ce retraité est prêt à partir. On a tout préparé, on vient de prévu les serviettes, le sac, mon sac pour mes médicaments, et puis voilà. Si on doit être évacué, qu'on ne fasse pas attendre les gens. Et c'est un peu angoissant, ça Ah ben, c'est toujours angoissant. L'élu fait le tour des maisons du bourg. Ça va dire? Ça va et vous? Tenez le coup? Ça va, ça va. Cette habitante reste cloîtrée chez elle. La fumée nous inquiétait beaucoup parce que c'est toxique, les fumées. Donc, j'ai mes petits-enfants aussi. Je disais, non, on reste dedans. Aujourd'hui, on ne sort pas, quoi. Elle aussi sait qu'une évacuation est toujours possible. J'ai ma serviette de toilette, un gant de toilette et ma brosse à dents qui est prête dans le sac. C'est tout pour le moment. Après, on verra. De toute façon, si on va partir, on va partir. On n'aura pas le choix. Le vent partait comme ça. Tout le village scrute le ciel et la direction des fumées. Et maintenant, ça tourne par là, regarde. Mais c'est le vent qui tourbillonne. Je sais pas. Je vais aller voir quand même. Parce que regarde, ici c'était clair. Regarde si ça redevient foncé. Pour le maire, pas question de relâcher la surveillance, quitte à passer une nouvelle nuit blanche. En fin d'après-midi, plusieurs départs de feu ont été signalés dans les communes voisines. Julie Vitaline que l'on retrouve à Landiras. Bonsoir Julie. Sait-on si d'autres habitations sont menacées? Y a-t-il un espoir que les flammes soient bientôt maîtrisées surtout? Eh bien ici, la situation n'est toujours pas maîtrisée avec des conditions météorologiques très difficiles pour les pompiers. 400 hommes sont toujours mobilisés ce soir pour faire face à la fois à la progression des flammes et puis à ces reprises de feu qui se sont multipliées ces dernières heures. Une trentaine de personnes ont été évacuées ici dans le sud de Landiras ce midi. Des évacuations toujours préventives. Les autorités certifient qu'à l'heure actuelle, aucune habitation n'est directement menacée par cet incendie. Les dégâts sont en revanche colossaux dans cette pinette particulièrement inflammable. 2400 hectares sont partis en fumée. Depuis ce mardi, les pompiers estiment que ce feu ne pourra être maîtrisé qu'une fois la canicule retombée en début de semaine prochaine. Envoyé spécial à Landiras, Julie Vitaline. Merci beaucoup, Julie. Certaines personnes évacuées dès mardi soir s'apprêtent donc à passer une nouvelle nuit hors de chez elles. Beaucoup de touristes qui ont interrompu leurs vacances et ne savent pas si elles pourront les reprendre. En tout cas, la solidarité s'organise en Gironde. Près d'Arcachon, des familles ont décidé d'héberger des évacués. Anthony Joly avec Nicolas Fleury et Patrick Verstand. À les voir dormir comme ça, à point fermé, on se dit que ces jeunes n'ont pas l'air dérangés par le confort tout relatif. À la Teste de Bûche, deuxième nuit dans ce hangar pour les campeurs évacués mardi. Au petit déjeuner, les adultes tentent d'oublier que les vacances sont gâchées. Nous, on avait prévu une semaine cette année. On est arrivé samedi. Mardi, ça s'est terminé. Bon, là, c'est comme ça. Et puis, là, dès qu'on va pouvoir récupérer nos affaires, c'est rentrer chez nous, quoi. En attendant de pouvoir retourner au camping, comment tuer le temps? En bouquinant, en dessinant. Cette famille lyonnaise, elle, s'apprête à quitter le hangar et va dormir dans un vrai lit cette nuit. En voiture, direction Arcachon, où un couple s'est déclaré volontaire auprès de la mairie pour accueillir des campeurs évacués. Bienvenue. Ah, c'est extrêmement gentil. Bonjour. C'est tout naturel. Madame Aubert. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Moi, c'est Yann. Du coup, on va s'installer en bas. D'accord. Merci. Vous avez la chambre, la salle de bain, et voilà, c'est comme chez vous. Un geste inespéré pour la famille. Elle avait dû quitter précipitamment le camping mardi, en pleine nuit,
et en laissant toutes ses affaires sur place. Du Cap-Ferrat, il n'y a qu'une route. C'est génial, on est accueillis avec des gens, c'est chaud au cœur, on sera comme à la maison. En plus, c'est tout neuf, on va être mieux qu'à l'hôtel. Et puis, les gens ont l'air extrêmement chaleureux, donc ça va peut-être créer des liens. Si j'étais dans la même situation, donc j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui nous tendent la main. Donc je trouve ça tout à fait normal. Pas les vacances dont ils avaient rêvé au départ, mais à coup sûr, inoubliables. Et puis un autre feu de forêt s'est déclaré cet après-midi dans les Bouches-du-Rhône entre Tarascon et Graveson. L'incendie s'est propagé le long de la voie ferrée reliant Miramas à Arles. Près de 500 pompiers sont mobilisés sur zone. 720 hectares ont déjà été brûlés. Situation similaire au Portugal. Le centre et le nord du pays sont le théâtre d'intenses feux de forêt. Une femme est décédée. Comme en France, les foyers sont attisés par une végétation très sèche et une chaleur extrême. Loïc Delamornay avec Baptiste Lègue. Il s'est engagé sur l'autoroute et s'est retrouvé pris au piège. Ce journaliste portugais commente en temps réel sa progression entre Porto et Aveiro, totalement cerné par les flammes. Il fait chaud, très très chaud. Impossible de faire demi-tour. Sa voix se fait de plus en plus inquiète. Il redoute le pire derrière chaque écran de fumée. Je ne vois rien. J'espère que personne ne s'est arrêté au milieu de la route. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver cette situation quand j'ai commencé à filmer. Heureusement, il finit par sortir sans dommage de ce chaudron. Au sud de Lisbonne, les habitants désemparés voient un véritable mur de feu se dresser devant eux. L'Europe du Sud est en flammes, de l'Espagne comme ici en Estrémadure, jusqu'en Croatie, sur la côte adriatique. L'ampleur de ce feu est gigantesque. On estime qu'il a déjà ravagé des milliers d'hectares. On est au cœur de la bataille avec des pompiers, des civils, même des supporters de foot sont venus nous aider, mais ça ne va pas être facile. Les équipages de Canadair, parfois venus en renfort d'autres pays européens, rivalisent de prouesses pour voler au milieu des colonnes de fumée et d'air brûlant. Des missions dangereuses. En Grèce, théâtre de nombreux incendies, un hélicoptère bombardier d'eau s'est abîmé en mer. Au moment de ravitailler, 2 membres d'équipage y ont perdu la vie. On en vient maintenant aux cérémonies du 14 juillet avec un défilé sur les Champs-Élysées placé sous le signe de la guerre en Ukraine. Les porte-drapeaux de 9 pays d'Europe de l'Est, alliés de la France, ont participé à cette parade présidée par Emmanuel Macron. Diane Schlinger avec Thibaut Petit et Quentin Gilles. Symbole du soutien de la France à l'Ukraine, les canons César sur les pavés des Champs-Élysées. En tête de cortège, les uniformes détonnent et l'actualité résonne. Les porte-drapeaux des pays de l'Est de l'Europe, Bulgarie, Estonie, Roumanie, Hongrie, invités d'honneur. Un défilé du 14 juillet pour marquer la solidarité avec les alliés de la France. Fiers qu'ils soient là. Fiers qu'ils soient là et qu'on sache que la France est avec eux. C'est un marqueur fort, un symbole fort pour à montrer à Vladimir Poutine qu'il faut cesser cette guerre inutile, quoi. Parmi les spectateurs, des proches de soldats qui guettent leur passage. 46, en 2 minutes. Le temps d'apercevoir la patrouille de France fendre le ciel de Paris. Encadré par des rafales, voici maintenant l'AWACS, un avion de détection radar et de commandement piloté aujourd'hui par le fils de ce couple breton. Elle est passée. Génial, super. De savoir qu'il est là-haut, c'est génial. Pour d'autres, il faut jouer des coudes ou être créatif pour être sûr de ne rien rater. Ils défendent notre pays, donc je crois qu'on doit être là aussi. Un à un, les différents corps d'armée défilent. 4 925 hommes et femmes à pied. De la Légion étrangère aux sapeurs-pompiers, particulièrement applaudis. Ils prennent des risques tous les jours, avec les incendies, avec tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment, faut vraiment les encourager. Sous le regard d'Emmanuel Macron, pour la première fois, le drone Reaper survole la capitale. Une arme stratégique utilisée par les forces françaises au Sahel pour traquer les djihadistes. La cérémonie se termine avec les sportifs, et notamment les médaillés de Tokyo et de Pékin. Dans 2 ans,
ce sera au tour des Jeux Olympiques de Paris 2024 d'investir la capitale. Alors certains des hommes qui ont défilé ce matin étaient encore il y a peu engagés dans des missions militaires périlleuses, comme l'opération Barkhane. Vous le savez, l'armée française se retire du Mali et entame actuellement son redéploiement au Niger. Un transfert logistique qui s'effectue sous très haute sécurité. Nicolas Bertrand et Fabien Fougère ont pu pénétrer sur la nouvelle base française à Niamey. Regardez. Sur la base française de Niamey au Niger, à côté des véhicules blindés, s'empilent désormais des milliers de containers. Il en arrive des dizaines chaque jour. À l'intérieur, du matériel militaire, des armements, des pièces de change et tout l'équipement pour faire vivre un régiment entier. Ces containers arrivent du Mali, de la ville de Gao, 450 km au nord de Niamey. Là-bas, l'armée française est en train de fermer sa dernière base dans le pays, dans un contexte ultra tendu. De nombreuses attaques djihadistes et un sentiment anti-français en forte hausse. 2 à 3 convois routiers par semaine partent de Gao pour Niamey et au moins 2 avions cargo par jour. Un déménagement XXL. On a ce challenge à relever de terminer ça pour la sortie du Mali pour le 17 prochain. Et on va y arriver. Pour sécuriser ce déménagement, en plus des blindés au sol et des hélicoptères, des Mirage 2000 et 6 drones Reaper sont prêts à décoller en permanence. Avec leurs bombes de 250 kg guidées au laser, ils survolent les convois et interviennent directement en cas de menace. Quasiment tous ces moyens sont en passe d'être regroupés ici à Niamey, qui devient le centre nerveux de cette opération Barkhane. Ça permet de rayonner rapidement sur toutes les zones d'importance pour l'opération. Donc d'être ici implanté à Niamey avec cette réarticulation, on va gagner en rapidité. Cette nouvelle stratégie concerne aussi les missions au sol. Ces 300 légionnaires qui viennent d'arriver de Nîmes ne resteront pas à Niamey. Ils vont être les premiers à être déployés en permanence sur le terrain, au nord de Walam, pour prêter main forte à l'armée nigérienne afin de contenir les djihadistes qui lancent des attaques depuis le Mali. Les soldats français sont ainsi placés sous commandement nigérien. C'est ce que le général Hervé Pierre appelle un partenariat de combat, un changement de philosophie totale pour l'opération Barkhane. La philosophie générale de notre engagement, c'est bien d'être intégré dans la manœuvre, intégré dans la conception, mais de laisser celui qui est en charge d'assurer sa propre sécurité prendre des décisions. On a pris en compte aussi certaines erreurs peut-être qui avaient été faites au Mali. Je ne parlerai pas d'erreur parce que les situations sont complètement différentes et les conditions du moment conduisent en fait à avoir une certaine forme, une certaine attitude, à faire évoluer l'opération. Il y a pourtant une leçon qui a été tirée des erreurs du Mali. Ici au Niger, la France est bien décidée à gagner les cœurs des habitants. Dans ce convoi escorté par l'armée nigérienne, se trouvent plusieurs représentants de l'Agence française de développement. Ici, non loin des zones de combat, l'AFD finance des dizaines de projets pour des dizaines de millions d'euros. Voici par exemple un marché à bestiaux payé par la France. Apporter le développement économique pour ne pas laisser les groupes djihadistes occuper le terrain. C'est des territoires qui ne peuvent pas être laissés aux mains des djihadistes. En fait, s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas de l'administration, s'il n'y a pas d'emploi, le territoire il est ouvert. Donc bien sûr, ça devient une priorité. Et pour les autorités nigériennes, cette manne financière est une aubaine. Le Niger a tout à gagner, absolument rien à perdre. Nous avons le même ennemi. Et donc, il se peut que sur d'autres plans, nous ayons des contradictions. Mais pour le moment, en ce qui concerne le djihadisme, nous avons le même ennemi. Plus d'argent, plus d'investissements et moins de soldats visibles en première ligne et qui ont parfois pu être perçus comme des forces d'occupation. La France a transformé son retrait précipité du Mali en opportunité pour revoir complètement sa stratégie ici, au Sahel. Autre temps fort de ce 14 juillet, l'interview d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Le chef de l'État est revenu sur les critiques dont il a été la cible concernant le développement d'Uber. Il s'est également exprimé sur le pouvoir d'achat, les retraites et le conflit en Ukraine. Jeff Vital. Les jardins de l'Elysée. Bonjour et bienvenue. La grande interview du 14 juillet. Emmanuel Macron est donc revenu à la tradition. Inédit en revanche le contexte, une guerre aux portes de l'Union européenne.
Une guerre face à laquelle Emmanuel Macron est pessimiste. Il faut nous préparer tous à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs. Très durs. La Russie a commencé à couper ses livraisons de gaz. C'est un tournant du conflit. L'énergie est devenue une arme de guerre, affirme Emmanuel Macron. Il faut donc l'économiser. Je vais demander déjà dès présent aux administrations publiques, à nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan, là, cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins. Un plan sobriété sera présenté à la rentrée. L'État maintiendra aussi ses aides pour limiter le prix des carburants, mais avec des mécanismes plus ciblés. Les réformes, elles, restent d'actualité. C'est l'autre message du jour, en particulier celle des retraites. Elle se fera dans la négociation, promet Emmanuel Macron. Ce ne sera pas 65 ans tout de suite. Si on a un compromis pour dire on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va, par exemple, demander plus de trimestres là. Il faut bâtir des compromis responsables. Avec l'objectif affiché du plein emploi, Emmanuel Macron annonce aussi une nouvelle réforme du travail sur l'assurance chômage et sur la formation. Enfin, à quoi ressemblera l'ère Macron 2 ? Le président qui, au passage, réaffirme assumer au nom des emplois créés son action en faveur de l'installation en France de Uber, ne se sent pas affaibli par sa majorité relative, même si, dès cette semaine, les oppositions LR, LFI et RN se sont coalisées pour repousser un texte. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Emmanuel Macron ne se voit pas en Jupiter. C'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Comme le fait pour le métal, il sait qu'il devra peut-être assouplir ou durcir ses lois pour les faire adopter. Voilà une interview qui n'a pas manqué de faire réagir dans les rangs de l'opposition. Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts, a souligné l'absence de décision sur le climat. Le RN Philippe Ballard trouve, lui, que le chef de l'État n'a pas répondu aux préoccupations des Français. Cérémonie également à Nice avec l'inauguration sur la promenade des Anglais de l'Ange de la Baie, une œuvre mémorielle 6 ans après l'attaque au camion qui avait fait 86 morts et 458 blessés. La statue est posée là où le camion a été stoppé. Le procès de cet attentat s'ouvrira à Paris le 5 septembre prochain. L'actualité en France, c'est aussi la canicule qui s'intensifie et s'étend encore un petit peu plus dans notre pays. 11 départements sont ce soir placés en vigilance orange. Vous les découvrez sur cette carte. À Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, l'un des départements concernés par cette vigilance, le mercure a frôlé les 40 degrés cet après-midi. La nuit s'annonce également difficile avec des températures encore très élevées. Sur place, Rémi Moquillon et David Bass. Hier soir à 21h30, la température dépassait encore les 30 degrés à Montauban. Ce miroir d'eau, inauguré il y a moins d'une semaine, est pris d'assaut. Un moyen comme un autre pour se rafraîchir. On rallonge un peu, on se couche plus tard et on essaie de chercher la fraîcheur. Donc, avec des endroits comme ça, si on n'a pas de piscine, etc. Une fraîcheur dont ne profitent pas les cuisines de ces pizzerias. La cadence est effrénée. Ici, les pizzas s'enchaînent et sont enfournées à plus de 300 degrés. Il est 22h30, mais pour ce pizzaiolo, la température continue de grimper. 43 degrés en cuisine, maigre réconfort, un simple ventilateur. Comment vous faites pour supporter ça, justement? On s'habitue, on n'a pas trop le choix. On s'habitue, on n'a pas le choix, on a plein de ventilateurs et avec le stress, on ne réfléchit pas trop, on envoie. Servir vite, des assiettes encore fumantes. Alors qu'en terrasse, le mercure peine à retomber lui aussi. Là, quand il fait des chaleurs comme ça, c'est une horreur. On ne voit pas du tout la différence avec le dedans, le dehors. Et même quand la chaleur retombe, ne serait-ce qu'un tout petit peu le soir, il n'y a pas de différence. C'est très chaud, c'est horrible. La nuit est désormais bien installée. Et même sur les quais du Port-Canal, difficile de trouver un peu de fraîcheur. Dans les cabines des bateaux, la chaleur accumulée dans la journée ne diminue pas. À cette heure-ci, on aère tout, on ouvre le plus de fenêtres possible. À 23h, il y fait encore 30 degrés. J'ai un débruysateur que j'utilise pas mal, et puis la clim. Et c'est des investissements nécessaires, tout ça? Ah oui, c'est obligé. Dans tout le sud-ouest, la canicule devrait durer plusieurs jours encore. Aujourd'hui, il a fait 38 degrés à Montauban. Connaissez-vous la shrinkflation? Vous en avez sûrement déjà fait le frais au supermarché, par exemple.
lorsque certaines marques diminuent discrètement la quantité de leurs produits alimentaires sans modifier le prix. Une manière pour les entreprises de faire face à la hausse des coûts de production. Exemple avec PepsiCo qui envisage d'enlever quelques chips de ses paquets pour faire des économies. Gaspard de Florival, Marie Cazot et Cyril Théophilos. Des paquets à moitié vides à l'ouverture, des portions plus petites qu'attendues, mais des prix qui restent les mêmes. Pour conserver leur marge et leur profit, certains industriels n'hésitent pas à diminuer discrètement les quantités. Une stratégie à laquelle réfléchit un géant américain de l'agroalimentaire, PepsiCo, pour ses paquets chips. En rayon, de nombreux consommateurs ont déjà constaté ce phénomène. Quand on ouvre le paquet, on se rend compte qu'en fait les bonbons ne remplissent que la moitié du paquet. Après voilà, c'est fait exprès ou pas, je sais pas. Le fromage blanc, je me suis rendu compte qu'il était passé de 1 kg à 900 grammes en maintenant le prix du paquet. Moi qui regarde toujours quand je fais mes courses le prix kilo, c'est flagrant. Une pratique qui a un nom, la shrinkflation. Comprenez réduire la quantité d'un produit pour masquer l'augmentation du prix au kilo. Difficile à remarquer pour les consommateurs, mais crucial pour les fabricants, à l'heure où les coûts de production explosent. Les coûts de revient, que ce soit les matières premières, le packaging, l'énergie qu'on utilise pour fabriquer le produit, tout ceci est en train d'augmenter. Un effet net sur le coût de revient selon les catégories de produits de 5, 10, 15%. Et les marques cherchent à faire en sorte que le prix de vente consommateur bouge le moins possible, voire ne bouge pas. Certains fabricants justifient ces changements par la création de nouvelles recettes. La pratique, elle, est légale, tant que le prix et le bon point net réel sont mentionnés sur l'emballage. Alors peut-elle généraliser? Spécialistes n'y croient pas. Ça demande quand même de retravailler tout simplement les emballages, retravailler les lignes de production. Donc c'est un travail de plusieurs mois. Donc on ne décide pas tout à coup, parce qu'il y a un problème de matières premières ou parce qu'il y a un problème d'inflation, de faire des emballages plus petits. Selon une association de consommateurs, 2% des produits alimentaires seraient concernés par la shrinkflation. L'inflation et le pouvoir d'achat ont bien sûr été abordés par Emmanuel Macron lors de son interview cet après-midi. Le chef de l'État a annoncé que la France allait rembourser sa dette qui approche les 3 000 milliards d'euros. Emprunter nous coûte de plus en plus cher. Le taux est passé de 0%, c'était en janvier dernier, à près de 2% sur 10 ans aujourd'hui. Alors quelles conséquences sur le budget de l'État et sur notre quotidien? Écoutez les explications de Sophie Lançon avec Eloïne Martin. Ces courbes qui grimpent commencent à inquiéter derrière ces murs à Bercy. Car désormais, quand la France emprunte, ça lui coûte de plus en plus cher, comme pour tous nos voisins européens. Alors notre dette pourrait-elle devenir une menace pour le budget de l'État? Nous avons pu pénétrer dans les coulisses du ministère de l'économie. Derrière ces portes se gère la trésorerie de la France. Et c'est cet homme qui, toutes les semaines, doit en quelques minutes seulement emprunter des milliards auprès d'investisseurs. Le but, renflouer le budget de l'État et payer ses dettes. Aujourd'hui, nous allons émettre bons du Trésor pour un montant de jusqu'à 6 milliards d'euros. Dans un langage un peu technique. 1,3 milliard sur le titre. Au prix de marché, on sera environ à moins 0,095. La pression monte. En quelques minutes, cette cellule doit emprunter 6 milliards pour l'État français. Via 15 banques partenaires, des investisseurs proposent de prêter de l'argent à Bercy. Les offres aux taux les plus bas seront retenues. Alors nous sommes en mesure ici d'émettre 185 millions d'euros de titres à un taux de 0,695% et le reste du 1,1 milliard d'euros de titres que nous recherchons, nous pouvons les mettre à un taux de 0,70%. Les enchères continuent. Les visages se tendent. Une erreur pourrait coûter cher. Il nous reste encore 6 minutes. Les taux les plus bas et donc les plus avantageux pour l'État l'emportent. Total budget 5 995. Aujourd'hui encore, mission accomplie. Cette somme, la France devra la rembourser à différentes échéances, ce qu'on appelle la maturité, au bout de 3 mois, 5 mois ou 1 an, avec un taux différent à chaque fois et donc un coût plus ou moins élevé pour les finances publiques. Oui, effectivement, que les produits de maturité plus courte ont encore des taux négatifs et les produits de maturité plus longue ont désormais des taux positifs parce que les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale remonte ses taux directeurs dans les prochains mois. Depuis le début de l'année, l'opération coûte de plus en plus cher. En janvier, la France empruntait à taux zéro à 10 ans. S'endetter ne lui coûtait rien.
Aujourd'hui, c'est près de 2,5%. Et toute l'Europe est touchée. Alors y a-t-il un risque de crise financière sur le continent comme en 2011 ? Dans cette salle de marché, ces experts suivent la situation de près. Ce qu'on constate ici, c'est le coût d'emprunt à 10 ans, donc de référence pour l'Italie, ce qui va être observé par les investisseurs et les marchés financiers. Et là, on voit quand même une courbe ascendante depuis le début de l'année qui est extrêmement impressionnante. On est au-dessus des 3%. Donc on est sur un scénario toujours un peu fragilisé avec l'Italie, qui peut être quand même un domino qui peut chuter et entraîner d'autres pays avec des effets de contagion sur les coûts d'emprunt. Un point rassurant pour cet économiste, l'Europe a su apprendre de ses erreurs. La Banque centrale se dit déjà attentive à la situation et prête à prendre des mesures pour lutter contre toute contagion. Il y a un an, la Belgique était frappée par des pluies diluviennes, des inondations et des glissements de terrain qui avaient coûté la vie à 39 personnes parmi les communes les plus touchées. Pépinster, dans la province de Liège, la douleur est encore très vive chez les habitants aujourd'hui. Reportage sur place de Julien Gasparuto avec Clément Dalmar. Un soleil radieux au-dessus de Pépinster. Le contraste est saisissant, car il y a un an, la ville était sous l'eau. Impossible d'oublier. Des habitants coincés sur leur toit et des pompiers incapables de lutter contre la force de l'eau. 3000 sinistrés, un tiers de la commune. En cette semaine de commémoration, plusieurs commerçants rouvrent symboliquement leurs portes. C'est le cas de Chantal Sibène, coiffeuse, et elle s'affaire à disposer les nombreux cadeaux qu'elle a reçus de ses clients. Ça fait chaud au cœur? Ah oui, ça fait vraiment, ça redonne du peps et on est parti, oui. Il y a un an, son salon a été entièrement dévasté, la crue a tout emporté. Aujourd'hui, elle prend un nouveau départ, mais elle reste très affectée. Je tourne la page, mais en regardant toujours un petit peu derrière moi, parce qu'il y a des choses qu'on ne saurait pas oublier. Là, c'est quand je suis partie avec mon mari, puisque j'habite plus bas dans la rue, qu'on s'est encordés tous les deux. Ben voilà, c'est des images qui me reviennent régulièrement. À Pépinster, les habitants ont été traumatisés. La commune a été la plus meurtrie de Belgique. 6 personnes sont décédées. Christiane Matonesluz a perdu sa maman, emportée par les flots. Elle avait 89 ans et elle habite à quelques mètres de chez elle. Je pense qu'ici, on doit chercher ma maman. Pratiquement ici. Oui, ici. Dans son salon, voilà. Oui. Je crois qu'on y est. Il n'y a plus rien là. Plus rien. Plus rien. Il ne vous reste rien. Ça, c'est le pire de ce qui peut arriver. Plus rien. À ce même endroit, il y a un an, la violence de l'eau était si forte qu'elle a emporté plusieurs maisons, dont celle de sa maman. Aujourd'hui, c'est la colère qui domine. Christiane estime que les autorités du pays n'ont pas fait les aménagements nécessaires pour éviter ce drame. À ce moment-là, c'était la fatalité. On avait avec. Et puis maintenant, non, c'est plus la fatalité. On se dit, c'est plus la fatalité, parce qu'on a le temps de se dire, mais ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Alors, à l'heure de la reconstruction, les élus tentent de tirer les leçons de ces inondations. Ces maisons le long de la Vèze seront bientôt démolies. Et le maire l'assure, rien ne sera rebâti à leur place. On va commencer par, après les démolitions, réélargir la Vèze, retrouver tout simplement les berges comme elles étaient avant. Car au fil des ans et des nouvelles constructions, la rivière avait perdu un tiers de son lit initial. L'ancien quartier laissera donc bientôt sa place à un grand espace vert pour permettre à l'eau de s'écouler en cas de forte pluie. Les catastrophes climatiques à répétition ont convaincu le maire de transformer sa ville. Un an après les inondations, les habitants de Pépinster sont loin d'avoir tourné la page. La mairie estime qu'il faudra encore au moins 3 ans pour réaménager totalement le centre-ville. C'était certainement l'étape la plus prestigieuse de ce Tour de France. Les coureurs ont rallié l'Alpe d'Huez en passant par le col du Landon et celui de la Croix de Fer. 3 noms mythiques de la grande boucle. Un triptyque dont est sorti vainqueur anglais Thomas Pidcock. C'est sa première victoire sur le Tour. Bravo à lui. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Romain Bardet perd 2 places au classement général, mais il reste à quelques secondes seulement du podium. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne le concert de Paris, un des plus grands événements de musique classique au monde, suivi
du feu d'artifice de la ville de Paris, dont le thème cette année est Carpe Diem, une soirée exceptionnelle avec Stéphane Bern pour vous accompagner. Bonsoir Stéphane, alors vous avez mis vos chaussures spéciales 14 juillet. Parlez-nous un petit peu de cette soirée pour la fête nationale. Oui, je suis en direct au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars et pour le concert de Paris. Autour de moi, vous entendez, la foule est déjà rassemblée. Tous les chanteurs, les musiciens d'exception seront présents ce soir, sans oublier bien sûr l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France. Un concert événement qui fête cette année sa 10e édition. Alors, attendez-vous à une soirée de rêve en compagnie des plus grands talents français et internationaux. Un concert que le monde entier nous envie. Imaginez, il va être transmis dans plus de 50 pays, suivi par des dizaines de millions de spectateurs. Alors c'est à 21h05 pour le concert de Paris, suivi du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, tiré depuis la Tour Eiffel. C'est uniquement sur France 2. Je vous promets, ce sera une très grande fête, entourée évidemment de ceux qui sont venus faire la fête sur le Champ de Mars. On a hâte de découvrir cette soirée. Merci à vous Stéphane et à tout de suite. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal météo avec Chloé Nabédian, 20h45. Nouvel épisode de votre série Un si bon soleil, suivi donc du concert de Paris et du feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel avec Stéphane Bern. Demain soir, vous retrouverez lors de la housse. Je vous attends quant à moi demain à 13h. Bonne soirée sur France Télévisions. Ça va, c'est bien? Maman, t'es parfaite. Mais tu veux pas faire des courses? T'inquiète, les courses, je peux les faire en 15 minutes. Ah oui, 15 minutes. La météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Facilitez l'arrosage de votre jardin en regardant la météo avec le tuyau nouvelle génération Liano. Léger, flexible et robuste. Gardena, expert en arrosage. Faut qu'il arrête de parler. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette météo exceptionnelle ici sur le Champ de Mars à Paris. Alors vous le voyez, il y a près de 100 000 personnes qui vont s'installer pour assister au plus grand concert de musique classique au monde. Alors la magnifique scène est juste derrière moi, vous le voyez, déjà de nombreuses personnes qui sont en train de s'installer. Alors la question que vous vous posez probablement, c'est si les festivités pourront bien se passer ce soir. Et bien la réponse est bien évidemment oui, vous le voyez, un ciel bien dégagé, presque pas de vent et des températures assez agréables pour le bassin parisien. On va passer maintenant à ce qui se passe quand même sur l'ensemble de la France avec évidemment notre anticyclone qui est toujours bien positionné sur les îles britanniques. Nous avons donc toujours ce soleil qui va persister. À noter qu'il y a cette petite dépression qui circule, ce que l'on appelle une goutte froide et qui va donc piloter de l'air chaud pour ce week-end. Nous avons 11 départements actuellement placés en vigilance orange, toujours pour donc cette canicule qui devrait durer encore jusqu'au début de la semaine prochaine. Alors si vous habitez le sud de la France, beaucoup de festivités ont été annulées ce soir et de nombreux feux d'artifice à cause de la sécheresse qui est toujours très importante. Les températures d'ailleurs dans le secteur sont toujours très élevées. On attend notamment 25 degrés à Perpignan. Pour la suite, eh bien, nous aurons pour la journée de demain quelques brouillards côtiers qui pourraient être présents vers la Manche, également vers la Méditerranée. Un léger voile laiteux sur la région méridionale, mais c'est surtout le vent, un vent de terre qui va se mettre en place, qui va donc accentuer les températures. Dès le réveil, on aura donc des valeurs déjà très élevées sur la moitié sud. On aura également sur la moitié nord, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin des températures qui vont baisser. Vous pourrez passer donc une très bonne nuit ce soir. Et dans l'après-midi, en revanche, la chaleur estivale restera toujours présente sur le nord et une chaleur vraiment torride va encore s'accentuer sur la moitié sud. Et ensuite, eh bien, c'est simple, notre goutte froide de tout à l'heure eh bien, va ramener tout l'air chaud venu du Maghreb, d'Espagne. C'est un effet pompe à chaleur qui va se mettre en place, similaire à ce que l'on a déjà connu le mois dernier. Ça va se mettre en place dès la journée de samedi. Ça va démarrer du sud-ouest en remontant vers les Pays de la Loire, même jusqu'à l'intérieur de la Bretagne. On pourra atteindre des 35-38 degrés. Ça va continuer pour la journée de dimanche, cette fois-ci plutôt sur les régions centrales. Et on pourrait atteindre sur le sud du pays les 40-41 degrés. Et enfin, c'est vraiment ça va continuer pour la journée de dimanche, cette fois-ci plutôt sur les régions centrales. Et on
pourrait atteindre sur le sud du pays les 40-41 degrés. Et enfin, vraiment la journée de lundi, ce sera la journée de marche de sur les nouvelles caves du pays. Et nous attendons dans la région de l'Ouest de Paris 42 degrés dans ce passage nuageux. C'est l'heure maintenant pour vous d'assister donc à ce fabuleux concert qui est le plus grand concert de musique classique au monde. Vous avez effectivement à 23h ensuite le feu d'artifice. Donc très belle soirée à vous sur France 2. C'est la météo avec Adi. Mais t'es vraiment sûr? Tu veux pas aller faire des courses? Ah, c'est fait. Je suis parti, je suis revenu. Tu m'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Allez, je peux plus. Maman? Aldi, place au nouveau consommateur. Facilitez l'arrosage de votre jardin en regardant la météo avec le tuyau nouvelle génération Liano. Léger, flexible et robuste. Gardena, expert en arrosage. Ma maison de A à Z, avec Gédimat au cœur de l'ouvrage. Pour créer une salle d'eau complète, il faut bien sûr installer un lavabo. Ici, on choisit un meuble vasque. Les mesures sont prises tant en largeur qu'en hauteur. L'évacuation nous sert de repère. En effet, la hauteur d'un lavabo se mesure du sol à la bombe. La hauteur standard est de moins 83 cm. Mais dans une famille de plus d'1,80 m, il est conseillé de relever jusqu'à 90 cm. Pour les personnes à mobilité réduite, la norme est de 67 cm avec des poignées. Des trous sont percés et chevillés pour fixer des pattes métalliques, puis le meuble doté de façade à bonne hauteur y est rattaché en réglant le niveau. C'est sur un lavabo retourné que l'on fixe le trop-plein, la bonde et la robinetterie. Le lavabo remis à l'endroit collé et c'est flexible raccordé à l'arrivée d'eau. La pose se termine avec un ruban de silicone pour protéger ce meuble qui donne tout son style à la salle de bain. Gédimat au cœur d'ouvrage. Retrouvez le concert du 14 juillet sur France 2 avec l'affaire. Retrouvez le concert de Paris avec Beauty Sané. Retrouvez le concert de Paris avec Société Générale, partenaire de musique partout en France. Bonsoir à tous, restez sur France 2. Nous allons vivre dans quelques minutes une soirée exceptionnelle avec les plus grands artistes classiques lyriques du moment. Je vous attends pour le 10e concert de Paris, le premier grand spectacle européen de musique classique de l'été, en direct ici depuis le Champ de Mars. Et dès la nuit tombée, nous pourrons assister ensemble au traditionnel défilé du feu d'artifice, du 14 juillet, en exclusivité sur France 2. Alors je suis en compagnie de notre plus grand violoncelliste, Gauthier Capuçon, qui sera des nôtres ce soir. Gauthier, qu'est-ce que vous avez prévu de jouer pour cette 10e édition ? Alors ce soir, je vais interpréter une chanson que tout le monde connaît, Amazing Grace, qui est un symbole aussi d'espoir. Une chanson que j'aime beaucoup, que mon complice Jérôme Croix a transcrite pour moi, avec Christian Marcellaro et l'Orchestre National de France. Et puis on va interpréter ensuite une mélodie de Miroslav Skorik, compositeur ukrainien, qui est un véritable héros par son histoire. Mais je pense que vous le raconterez, vous en direz 2 mots tout à l'heure. Je le raconte tout à l'heure, mais vous êtes un habitué, cher Gauthier, de ce concert événement, le concert de Paris au Champ de Mars. Est-ce que vous avez un souvenir précis de votre première prestation sur cette scène ? Moi, je suis toujours comme un gamin ici avec la Tour Eiffel, bien évidemment. Vous avez dit le plus grand concert européen. Moi, je dirais le plus grand concert au monde. Mon plus grand souvenir, c'est là-haut, au sommet de la Tour Eiffel, avec l'hymne à l'amour. Et ça, je le garde vraiment dans mon cœur. Merci beaucoup, Gauthier. Allez, on se retrouve tout de suite après le feuilleton Un si grand soleil. À tout à l'heure, en direct du Champ de Mars pour le concert de Paris. Oh, vous êtes qui, vous? Moi, je suis ton côté cool. Fallait que j'intervienne. Hein. Tu fais n'importe quoi. Ton rendez-vous, là, c'est pas mieux si tu arrives en vie? C'est pas faux. Ouais, mais profite du trajet. Moi, je vais te mettre un peu de musique, ça va te détendre. Tu sais, la vie, elle appartient à ceux qui lèvent le pied. Samedi soir, Fort Boyard. Il y a du piquant au menu. Ce soir, vous êtes ma proie. Je veux pas voir ce que vous avez dans le ventre. Ah oui, là, regardez la technique du chef Etchebest. C'était juste l'amuse-bouche.
Ici, on va leur faire monter la sauce. C'est le moyen pour avoir la clé. Je fais monter la sauce pour le chef. Poche de courage. Quel saligo. Ça va être visqueux. Pour sortir, il va falloir déguster. La soirée de tous les dangers pour la brigade de Philippe Etchebest. Fort Boyard, présenté par Olivier Mine, samedi soir 21h10 sur France 2. Les numéros précédents sont disponibles sur la plateforme France.tv. Relevez les défis de la rentrée devant Fort Boyard avec les fournitures Maped. Tous devant Fort Boyard avec Choupa Choups. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. L'image du jour avec Senseo, café officiel du Tour de France. Commencez une nouvelle étape. À 2, suivez le cyclisme avec 10 ans demain. Tom Pidcock à 4 km de l'arrivée. Ils sont longs ces 4 derniers kilomètres. Quelle ambiance! Deuxième tag de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui arrive très vite dans ce virage, mais Vingegaard il est là à l'intérieur. Il est très fort, Vingegaard. Il est très fort, il est de suite ici. Pour l'instant, Pogacar ne parvient pas à distancer Jonas Vingegaard. Maillot jaune, imperturbable, impassible. Et il est là, Tom Pidcock, qui a succédé à Geraint Thomas au palmarès de l'Alpe d'Huez. 4 ans après, le vainqueur ici à l'Alpe d'Huez, c'est Tom Pidcock. Il était le plus fort de l'échappée. Victoire de Tom Pidcock. Magnifique victoire à 24 ans. Le Britannique qui succède à Geraint Thomas, ici à l'Alpe d'Huez. Le Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. L'image du jour avec Senseo, café officiel Tour de France. Commencez une nouvelle étape. À 2, suivez le cyclisme avec 10 ans demain. Drag Race, la grande compétition continue. Mes reines, chacune d'entre vous devra incarner une personnalité de son choix dans un vrai faux jeu télé. Une seule mission, nous faire rire. Pas de pression. Je pense qu'on est tous d'accord en disant qu'on voit que tu essayes. Maintenant, je sais pas si tu essayes assez. Drag Race, c'est chaud, maman. Une seule sera la reine. Drag Race France, l'épisode 4, samedi à minuit sur France 2, est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Révélez-vous en regardant Drag Race France avec Tinder. Profitez des beaux jours en regardant un si grand soleil avec Bigard et ses carpaccio de viande française marinés à l'huile d'olive et au basilic. Bigard, passion bouchère depuis 1968. Retrouvez un si grand soleil avec les huiles essentielles Dr Valnet. 100% bio, certifié AB. Un choix de 50 huiles essentielles. drvalnet.com. Régalez-vous devant un si grand soleil avec les pommes de terre primeurs de nos terroirs. Les pommes de terre primeurs, le pain de fraîcheur au printemps et en été.